Je suis le professeur Damoro Jean-Marie, professeur titulaire de cardiologie, chef du programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires autonome. Belle question. Avant de répondre à cette question, il convient d'abord de situer le contexte. Vous savez, notre organisme a besoin d'un carburant pour fonctionner et pour nous maintenir en vie. Et ce carburant, c'est le sang. En effet, le sang contient les nutriments, l'oxygène et la chaleur. C'est ça qui nous permet de vivre. Donc, pour que ce carburant puisse arriver aux organes, il y a un système que Dieu a mis en place, qu'on appelle appareil cardiovasculaire. Donc, il y a le cœur qui est la pompe, les canalisations qui sont les tuyaux qui vont véhiculer le sang jusqu'aux organes. Et justement, ce sang va circuler dans les canalisations qu'on appelle artères sous une pression qu'on appelle pression artérielle. Et cette pression artérielle va être contrebalancée par une contre-pression de la paroi artérielle qu'on appelle tension artérielle. Donc en principe, la pression d'écoulement du sang équivaut à la tension de la paroi de l'artère. Quelle est donc la tension artérielle normale? C'est votre deuxième question. Oui, professeur. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que cette pression doit être bien réglée pour qu'il n'y ait pas de problème. Il y a deux pressions. La pression systolique ou pression maximale qui correspond à la pression pendant le travail, la contraction du cœur, c'est la pression maximale. Et la pression artérielle diastolique qui correspond à la pression de repos du cœur. Donc, la pression artérielle systolique ou bien pression maximale doit être entre une fourchette de 10 à 13,5 cm de mercure. Donc 10 à 13,5 cm de mercure. On appelle ça pression artérielle normale. Au-delà, ce n'est pas bon. C'est l'hypertension artérielle. En deçà, c'est l'hypotension artérielle. La pression artérielle diastolique, quant à elle, doit varier entre 5 cm de mercure et 8,5 cm de mercure. Au-delà également, c'est l'hypertension artérielle et en deçà, c'est l'hypotension artérielle. Voilà défini la pression artérielle qui est encore égale à la tension artérielle, pour faire simple. L'hypertension artérielle, moi je dirais, qu'est-ce que ça n'est pas d'abord, avant de dire qu'est-ce que c'est, pour des raisons pédagogiques. L'hypertension artérielle, ce n'est pas une maladie des blancs. Les noirs l'attrapent. Ce n'est pas une maladie des gros. Même ceux qui sont maigres peuvent être hypertendus. Ce n'est pas une maladie des adultes, des vieux. Les enfants peuvent avoir l'hypertension artérielle. Ce n'est pas une maladie des riches. Les pauvres aussi peuvent attraper l'hypertension artérielle. Ce n'est pas non plus une augmentation du sang. Ceux qui sont anémiés, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup de sang, peuvent aussi avoir l'hypertension artérielle. Voilà ce que l'hypertension artérielle n'est pas. On s'entend là-dessus. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, c'est une élévation permanente et anormale de la pression artérielle ou de la tension artérielle dans les artères. Et cela va s'accompagner d'atteinte d'organes indispensables à la vie, qu'on appelle organes nobles. Ces organes sont le cerveau, le cœur, le rein et les yeux. Voilà ce que c'est que l'hypertension artérielle. Et si on veut utiliser les chiffres,
on avait déjà abordé ça dans la définition de la tension artérielle. C'est lorsque la tension artérielle maximale ou bien systolique est supérieure ou égale à 14 cm de mercure. Quand ça dépasse, ou bien c'est égal à 14 cm de mercure, c'est l'hypertension artérielle. Tandis que la pression artérielle diastolique, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 80 ou bien 9 cm de mercure, on peut dire qu'on a une hypertension artérielle diastolique. Donc par exemple, si on a 14,9 de tension, c'est déjà une hypertension artérielle. Si on a 20,8, c'est également une hypertension artérielle. Ou bien si on a 15, ou bien 13,10, c'est également une hypertension artérielle. Oui, en partie. L'hérédité intervient dans 30% des cas. C'est ainsi qu'on a des familles à hypertension artérielle. Et quand on dit que ça peut être familial, il faut distinguer deux choses. Soit c'est sur le chromosome, ce qui est vraiment héréditaire, ou bien c'est lié aux habitudes de la famille. C'est familial, mais ce n'est pas héréditaire. Donc, il y a les deux situations qui peuvent se voir. Ou bien ça peut se transmettre de mère en fille, ou bien de père en fils. Ça, c'est l'hérédité, vrai. Ou bien ça peut être lié aux habitudes, aux mauvaises habitudes de la famille. Et les facteurs de risque, c'est une bonne question. Les facteurs de risque, il y a deux types de facteurs de risque. Les facteurs de risque non modifiables, c'est-à-dire on ne peut pas les modifier. Et le deuxième type, c'est les facteurs de risque modifiables. Pour ce qui est des facteurs de risque non modifiables, on peut citer l'âge. Vous savez qu'avec l'âge, va s'installer, quand l'âge augmente, l'hypertension artérielle peut s'installer parce qu'il y a un remaniement au niveau des artères lié à l'âge. Les artères deviennent rigides avec l'âge. C'est ce qui explique l'hypertension artérielle est sujet à ça. Deuxième chose, le genre. Le genre masculin et le genre féminin. Avant la ménopause, par exemple, les femmes sont protégées par leurs hormones. Donc, c'est le principe, avant la ménopause, l'homme est plus exposé que la femme. Mais après la ménopause, le risque est le même. La race. Là également, il faut distinguer deux notions. La race, parce que l'hypertension peut être sur les chromosomes, on l'avait dit, c'est vraiment lié à la race. Ou bien d'autre part, ça peut être aussi lié au comportement de la race. Qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, aux États-Unis, on a constaté que les Noirs font beaucoup d'hypertension à cause de leur comportement. Pas forcément à cause des gènes, mais à cause aussi du comportement. Donc les deux se voient au niveau de la race. Et puis l'hérédité. Quand on parle d'hérédité, vous voyez un peu, il y a des familles à hypertension. Quand on prend par exemple l'Europe, à partir de la Méditerranée, en allant vers le nord, on voit qu'il y a un gradient de l'hypertension artérielle qui augmente du pourtour de la Méditerranée en allant vers les pays scandinaves. Il y a la race blanche, mais au sein de la race blanche, ce n'est pas la même, c'est pas le même profil. Il en va de même pour les Noirs. Au niveau des Noirs également, il peut y avoir des particularités ethniques qui peuvent être expliquées aussi par le comportement des ethnies. Ça, c'est les facteurs de risque non modifiables. On ne peut pas changer sa race. Deuxième aspect, c'est les facteurs de risque modifiables. Ça, c'est intéressant. On peut agir sur ces facteurs de risque pour modifier ou bien prévenir l'hypertension artérielle.
nous avons comme facteur de risque modifiable, par exemple, l'obésité. Quand on prend beaucoup de poids, c'est pas bon pour la santé. Ça peut faire augmenter la tension artérielle. Donc l'obésité, surtout l'obésité abdominale, est citée parmi les facteurs de risque modifiables. En dehors de l'obésité, nous avons le tabagisme. Le fait de fumer la cigarette expose à l'hypertension artérielle. Le diabète. Quand on a le diabète, on a une chance sur deux de devenir hypertendu. Voilà le risque lié au diabète. En dehors du diabète, il y a le mauvais cholestérol. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol va entraîner ce qu'on appelle dans le jargon médical l'athérosclérose, c'est-à-dire le durcissement des artères. Et quand les artères sont durcies, elles ne sont plus flexibles, il y aura installation de l'hypertension artérielle. En dehors du mauvais cholestérol, il y a également la sédentarité. J'ai toujours parlé de la sédentarité. C'est un mauvais comportement, le fait d'être assis à longueur de journée dans un bureau, d'avoir une voiture. Quand on sort du lit, on tombe sur la voiture. Dans la voiture, on va au bureau. Quand on descend du bureau, on tombe dans la voiture, on rentre. Ceux qui n'ont pas de voiture, ils sautent sur les ZMIA. Donc, c'est la sédentarité, ça expose à l'hypertension artérielle. La liste n'est pas exhaustive, mais je vais m'appesantir sur le stress. Le stress, quand il est aigu, il permet de prendre la fuite et de survivre. Mais quand il devient chronique, depuis bientôt 6 mois, nous assistons à un stress chronique dans le monde entier. Le stress lié au Covid. Et il faut s'attendre qu'il y ait une flambée des maladies cardiovasculaires et avec en tête l'hypertension artérielle. Il faudra que très bientôt nous fassions des études et nous verrons que le taux de personnes atteintes d'hypertension artérielle dans le monde va augmenter. Et cela est lié au stress chronique. Ce n'est pas fini. Il y a ce qu'on appelle l'hyperhomocystéine. Et ça, c'est lié à un défaut de consommation des aliments riches en vitamine B. On a constaté que dans nos habitudes culinaires, si tout n'est pas cuit à point, on dit que madame ne sait pas faire la cuisine. Or, quand tout est cuit à point, les vitamines sont brûlées, surtout les vitamines du groupe B. Ce qui fait qu'il va être à la base de l'hypertension artérielle. La liste n'est pas exhaustive. On va revenir là-dessus une autre fois si le temps le permet. Voilà les deux groupes de facteurs de risque, les facteurs de risque non modifiables et les facteurs de risque modifiables. Différents types d'hypertension artérielle, il faut dire qu'il y en a deux. L'hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire on n'a pas trouvé de cause. Quand on n'a pas trouvé de cause, il y a quand même des facteurs de risque dont on vient de parler. Les facteurs de risque modifiables et les non modifiables. Et c'est surtout l'hypertension artérielle du sujet adulte. Deuxième type d'hypertension artérielle, c'est l'hypertension artérielle secondaire. Secondaire à une cause qu'on peut mettre en évidence. Et parfois, la cause peut être curable ou non curable. Donc les deux types, c'est l'hypertension artérielle essentielle, qui est la plus fréquente. Ça fait 90% des hypertensions. Tandis que l'hypertension artérielle secondaire, ça fait 10%. 5 à 10% des causes. Question pertinente, parce qu'il faut savoir les symptômes pour aller consulter. Il faut connaître les symptômes pour aller consulter. Malheureusement, il n'y a pas de symptômes spécifiques de l'hypertension artérielle. Il n'y en a pas. Néanmoins, des petits signes peuvent orienter et déjà
quand les malades ou bien les sujets ont ces signes, la population, au sein de la population, certains ont ces signes, il serait bien d'aller à l'hôpital rapidement. Quels sont ces petits signes? Ce sont les maux de tête. Maux de tête au réveil, à la nuque. J'ai ma nuque qui est lourde. Il faut aller voir le médecin. Ou bien la migraine. J'ai une partie de ma tête qui me fait mal. Il faut aller voir le médecin. Ou bien c'est ce qu'on appelle des phosphènes. Un gros mot qui veut dire quoi? Il veut dire la sensation ou bien l'impression qu'on voit des choses brillantes, des mouches volantes. C'est un petit symptôme aussi. Et le 3, les acouphènes. Acouphènes, c'est-à-dire des sensations de bruit dans les oreilles, comme des criquets ou bien des sifflements d'insectes dans les oreilles. On appelle ça acouphènes. Ça doit orienter les gens vers l'hôpital pour qu'on puisse faire le diagnostic. La deuxième circonstance, malheureusement, devant les accidents, devant les complications, c'est devant une paralysie AVC que les gens se rendent compte qu'ils avaient l'hypertension artérielle qui est passée inaperçue. Ou bien c'est quand le cœur est fatigué, l'insuffisance cardiaque ou bien une crise cardiaque. Il y a la crise cardiaque et on tend le bras et on voit que la personne avait l'hypertension depuis peut-être 1 an, 2 ans qui était passée inaperçue. Ou bien la cécité, brusquement on devient aveugle. Et pourquoi je suis aveugle? On va chez l'ophtalmologue, il prend l'attention, il renvoie le malade au cardiologue. Parce que c'est l'hypertension qui est à la base de sa cécité. Ou bien c'est le rein qui est bloqué. On va en dialyse, on voit que la tension est montée. Donc c'est devant les complications que le plus souvent, en Afrique, malheureusement en Afrique, où on n'a pas les moyens, c'est devant les complications que les malades viennent à l'hôpital. Ce qui ne devait plus se voir. Donc la troisième circonstance qui est la plus heureuse, c'est le dépistage. Il faut dépister, il faut prendre l'attention. Parce que l'hypertension passe inaperçue, disais-je tantôt. C'est pourquoi il faut faire le dépistage. Malheureusement en Afrique, on ne prend pas conscience qu'il faut aller chez le médecin. C'est quand on est devant des drames qu'on va à l'hôpital. Donc, l'hypertension artérielle, comme il n'y a pas de symptômes, cette hypertension est appelée le silent killer, c'est-à-dire le tueur de l'homme, bien la tueuse de l'homme. Donc c'est la sorcière du siècle, si vous voulez. Elle agit dans l'ombre et on se rend compte déjà quand c'est trop tard. Voilà les 3 circonstances dans lesquelles on peut être amené à faire le diagnostic de l'hypertension artérielle. Nous avons anticipé sur le diagnostic. Mais le diagnostic, il y a 2 méthodes pour le diagnostic. Au cabinet, c'est la prise de la tension artérielle. Une bonne prise de la tension artérielle dans les règles de l'art. On doit connaître les règles de l'art. On doit connaître comment prendre l'hypertension artérielle au cabinet. Les critères sont bien définis. Si on est dans cette carnivore, on pourra prendre l'attention et définir ou bien déterminer l'hypertension artérielle. Deuxième chose, c'est en dehors du cabinet. En dehors du cabinet, il y a des méthodes complémentaires. 2 méthodes complémentaires hors du cabinet. C'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qu'on appelle MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle. Donc le médecin va brancher une machine qui va prendre la tension toutes les 15 ou 20 minutes sur 24 heures et après le malade revient et on analyse la courbe. Ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Deuxième méthode intéressante pour le public, le grand public, c'est l'automesure. L'automesure, c'est à la maison. Moyennant une petite formation, le malade vient à l'hôpital, le personnel
soit l'infirmier ou le médecin lui apprend à prendre lui-même sa tension artérielle et il retourne à la maison, il va prendre sa tension artérielle peut-être 3 fois par jour pendant 3 jours et après il ramène le résultat chez le médecin qui analyse. C'est l'auto-mesure de la tension artérielle. Donc les deux méthodes se complètent. La mesure au cabinet du médecin et les mesures en dehors du cabinet. C'est l'ensemble qui permet de faire un diagnostic fiable de l'hypertension artérielle au jour d'aujourd'hui. Meilleure position, les positions se complètent. On va prendre la tension artérielle en position couchée, en position assise, en position debout dans certaines circonstances. Mais toujours est-il que si on est assis, il faut être assis face à la table avec le brassard au niveau du cœur pour avoir la meilleure tension. Voilà la meilleure position, une position assise qui permet d'avoir la tension artérielle et que ce soit fiable. Bien, nous allons répondre parce que la répétition est l'ami de la mémoire, dit-on. Les complications, c'est par rapport aux organes nobles dont nous avions parlé. Le cerveau. Au niveau du cerveau, qu'est-ce qui peut arriver? L'accident vasculaire cérébral, en d'autres termes, la paralysie. Et c'est très fréquent chez nous. Dans quelle famille il n'y a pas de personnes paralysées d'un côté? Est-ce qu'il y en a au Togo? Rares sont les familles où il y en a. Ça devient un problème de santé publique. Les accidents vasculaires cérébraux, les paralysies dues à l'hypertension. Deuxième problème, c'est le problème du cœur. Les crises cardiaques se multiplient au Togo. C'est devenu un problème de santé publique. Avant, il n'y en avait pas chez nous, mais il y a plus d'une semaine où on enregistre des crises cardiaques au Togo. Et c'est en partie dû à l'augmentation du taux de personnes hypertendues, de la fréquence de l'hypertension artérielle dans nos milieux. Troisième chose, c'est les cécité, c'est-à-dire la perte de la vie. Combien de personnes ont perdu la vie, malheureusement, à cause de l'hypertension? Parfois, on est surpris. On va chez l'ophtalmologue, celui qui regarde les yeux, il dit ah, tu ne vois pas bien parce que tu étais hypertendu. Tu étais hypertendu. Hein? Ça veut dire que ça a évolué depuis ce temps. Et puis enfin, le rein bloqué, qu'on appelle insuffisance rénale. C'est très fréquent à l'heure actuelle. Il n'y a même pas de place pour faire la dialyse. Ni dans le public, ni en privé, il n'y a pas de place. Pourquoi il n'y a pas de place pour la dialyse? Parce que les sujets atteints d'hypertension artérielle sont arrivés au stade de rein bloqué, c'est-à-dire insuffisance rénale chronique. C'est ça, donc le cerveau, le cœur, le rein et les yeux. C'est là que l'hypertension artérielle attaque. Et c'est ça qui fait toute la gravité de cette maladie. Oui et non. Oui et non, parce que oui, quand il s'agit d'une cause secondaire qu'on peut enlever. Ce n'est pas toutes les causes secondaires non plus qu'on peut enlever. Quand c'est une cause secondaire qu'on peut traiter, là on peut dire que la personne est guérie et guérie. Malheureusement, on a dit que c'est dans 10% des cas, et dans les 10% des cas, peut-être dans 1 ou 2% des cas, on peut enlever la cause. Donc on peut dire que là, on peut guérir. Non, parce que quand il s'agit de l'hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire liée à des facteurs de risque modifiables et non modifiables, on ne peut pas guérir complètement. Donc, ça va être une prise en charge à vie. Et aujourd'hui, nous les cardiologues, nous disons que c'est un traitement pour la vie. Ce sera un traitement pour la vie, parce que dès que le traitement sera arrêté, la personne va raccourcir sa vie. Ce sera un traitement pour la vie. Pas un traitement à vie, mais un traitement pour la vie. Ce n'est pas la même chose. Les mesures, nous allons
appeler que c'est un problème de santé publique. Il me plaît de le faire. Parce que 30% de la population adulte, au plan mondial, est atteinte de l'hypertension artérielle. Et ça va augmenter, disais-je, avec les pressions actuelles économiques et les pressions liées aux maladies. Il y aura une flambée d'hypertension artérielle. Donc c'est un problème de santé publique lié, ou bien du point de vue ampleur d'abord. Du point de vue gravité, on a vu aussi que c'est grave. Maintenant, quelle mesure, puisque c'est la prévention qui est l'arme la plus efficace dans ce domaine, quelles mesures préventives il faut préconiser? Il y a ce qu'il faut. Ce qu'il ne faut pas faire, je commence par ce qu'il ne faut pas faire, et j'arriverai à ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut éviter le tabac, éviter l'excès d'alcool, éviter la drogue. Voilà, dans sa vie, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là, il y a 3 choses. L'alimentation, la gestion du sommeil et des émotions, et puis l'activité physique. Voilà les 3 choses. Nous n'aurons pas le temps de nous étendre sur ces choses, mais en résumé, l'alimentation, c'est fondamental. Comme l'a dit quelqu'un, les cuillères ont tué plus que les armes, les pistolets. Nos cuillères ont tué plus que les pistolets. Ça veut dire quoi? Ce qu'on mange là, la mort est dans l'assiette. La vie aussi est dans l'assiette. Donc, il faut manger moins gras, moins salé et moins sucré. Moins gras, moins salé, moins sucré. Peut-être qu'il y aura, s'il y a une autre occasion, on peut détailler toutes ces mesures-là, une à une, pour être plus explicite. Puis la deuxième chose, il faut bien gérer son sommeil. L'adulte doit dormir combien de temps par jour? En moyenne 8 heures. L'enfant, un peu plus. Donc, en moyenne, l'adulte doit dormir 8 heures. Le sommeil, c'est un médicament. C'est pas facultatif, c'est obligatoire. Si Dieu a fait le jour et la nuit, il sait pourquoi il l'a fait. Le jour, c'est pour travailler et la nuit, c'est pour faire quoi? C'est pour dormir, pour qu'on puisse réparer l'organisme. Le sommeil, ce n'est pas un détail. C'est obligatoire. Le 2, il faut gérer ses émotions. Ça aussi, c'est sûr maintenant. Parce que, par exemple, la colère va faire augmenter des substances toxiques dans l'organisme qu'on appelle catécholamine quand c'est chronique. Et c'est ça qui va engendrer l'hypertension artérielle à long terme. Donc, gérer ses émotions. Voilà. Troisième chose, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est un volet très très important. Les recommandations internationales aujourd'hui classent à un haut niveau l'activité physique, classe 1 avec un niveau de taux A. Ça veut dire que c'est un médicament incontournable, aussi bien dans la prévention primaire que dans la prévention secondaire. L'activité physique, il y a 2 volets, je disais sport. Le sport, vous savez que dans le sport, il y a une notion de compétition. Là, il faut s'assurer que son cœur peut tenir. Donc, avant de faire le sport, il faut passer par le cabinet du cardiologue qui vous dira, ok, votre cœur peut tenir. Ça, c'est le sport. Donc, tout individu est quand même appelé à faire de l'activité physique en fonction de son organisme. Ça, c'est important. Il faut bouger. Et la meilleure activité physique qui soit, c'est la marche. C'est-à-dire la marche en respirant. C'est une activité aérobie qui apporte de l'oxygène à l'organisme. L'activité anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, c'est pas bon pour l'organisme. Au contraire, ça augmente la tension. C'est l'activité aérobie qui est bonne pour prévenir l'hypertension artérielle. Donc la marche, le jogging, et puis le vélo et la nage. Voilà les activités physiques qui sont à préconiser et à mettre en place pour la prévention de l'hypertension artérielle. Aussi bien la prévention primaire
ce qui est plus intéressant que la prévention secondaire. Les mesures dont nous venons de parler en prévention primaire sont également valables en prévention secondaire, c'est-à-dire quand on est atteint de l'hypertension artérielle. Avec bien sûr des précautions. Quand on est hypertendu, il faut distinguer deux situations. On est hypertendu sans complications. Toutes les mesures s'appliquent. On est maintenant hypertendu avec complications. Quand on a une complication au niveau du cœur, on ne va pas vous dire d'aller faire le sport. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, quand on est hypertendu, non compliqué, toutes les mesures de prévention primaire s'appliquent à nous. S'appliquent à celui qui est hypertendu. Et quand on est hypertendu avec complications, c'est au cas par cas. Donc, à l'endroit de la population, nous disons que l'hypertension artérielle, c'est une réalité. Et cette hypertension artérielle, nous disons que c'est un problème de santé publique. Vu l'ampleur, aujourd'hui, au Togo, environ 900 000 à 1 million de personnes sont hypertendues. Et c'est une maladie qui entraîne des complications. La paralysie qu'on appelle AVC, dans chaque maison, maintenant, il y a une personne atteinte d'AVC. Et ça, c'est grave parce que ça va consommer tout le budget de la famille. Il y a également les crises cardiaques liées à l'hypertension. Il y a le rein bloqué avec l'impossibilité d'accéder aux soins, c'est-à-dire d'aller se faire dialyser parce que ça coûte excessivement cher. Et puis l'atteinte des yeux. On peut devenir aveugle. Quand on devient aveugle, on est à la charge de la population. Voilà, donc c'est une maladie qui est grave de par sa fréquence et de par les complications. Heureusement, il y a des mesures préventives, c'est-à-dire des mesures qui permettent de ne pas attraper cette maladie. Donc, les mesures, ça passe par notre façon de nous alimenter, de manger. Il faut que nous revoyions notre façon de manger. Manger moins gras, moins salé, moins sucré. C'est bon pour la santé. Ne pas pratiquer l'activité physique, c'est-à-dire être en activité, bouger. Bouger, c'est la vie. Ne pas bouger, c'est la mort, résumé. Si on ne bouge pas, on commence par mourir. Il faut qu'on soit conscient. Si nous ne bougeons pas, nous commençons par mourir. Donc chaque jour, il faut bouger. Et puis, que dire encore? Ce qu'il ne veut pas faire, c'est consommer du tabac, sous toutes ses formes. Consommer la drogue, sous toutes ses formes. Consommer trop d'alcool, ça aussi, c'est délétère, c'est mauvais pour la santé. Voilà ce que, chers parents, chers frères, ce qu'on peut faire pour éviter l'hypertension artérielle. Parce que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens d'acheter des médicaments chaque mois. Même si on avait les moyens, cet argent peut être utilisé pour autre chose, pour envoyer nos enfants à l'école, pour peut-être nous garantir un petit logement, au lieu d'investir cet argent dans les médicaments. Parce que de toutes les façons, même si on prend des médicaments, on finit toujours par faire des complications sur ces médicaments. Donc il vaut mieux prévenir. On a toujours dit, prévenir vaut mieux que chercher à guérir.